ce plateau, on va continuer avec donc, le sujet qu'on avait abordé ce matin, qui était la mobilité internationale. Et cette fois-ci, donc, on va vraiment se pencher sur les séjours d'études en Amérique du Nord. Donc, je suis accompagné de Neddy et de Carole, donc, à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Neddy Borges, je travaille à la direction des relations internationales et je suis en charge des programmes d'échange hors Erasmus, donc essentiellement sur l'Amérique du Nord. Et je laisse la parole à Carole pour se présenter. Bonjour, Carole Torriero, directrice adjointe de la direction des relations internationales et en charge du développement international et notamment des coopérations avec le Canada. Bienvenue à tous. Très bien. Du coup, Neddy, qu'est-ce que vous avez à nous dire justement sur la mobilité au niveau des pays d'Amérique du Nord? Alors, il faut savoir qu'à l'UPEC, on a deux programmes d'échange principaux. Donc, le programme MICEFA qui est à destination des États-Unis et du Canada anglophone. Et il y a également le programme BCI, essentiellement sur le Québec. Donc, c'est ces deux programmes qui sont les plus importants chez nous. Il y a également des accords de coopération qui sont des accords spécifiques à votre composante pour l'Amérique du Nord. Donc, il faut savoir, ça a été abordé ce matin, donc le programme d'échange, ça vous permet de partir effectuer un séjour d'études chez l'un des partenaires pour un semestre ou un an, donc en Amérique du Nord. Et ça vous permet surtout d'être exempté des frais d'inscription. Donc surtout dans le cadre des États-Unis, ça peut être très intéressant dans le sens où vous n'aurez pas à débourser plusieurs milliers d'euros en frais d'inscription. Et c'est également le cas pour le Canada. Et vous partez effectuer votre séjour d'études et à votre retour, les notes que vous avez obtenues pour les examens sont transférées et vous obtenez donc une note pour votre semestre ou votre année. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc ça, c'est vraiment le principe général de ces deux programmes d'échange. D'accord. Vous avez parlé d'accords interuniversitaires avec donc des universités étrangères. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Donc l'accord interuniversitaire, c'est différent d'un programme d'échange. Donc dans un cadre d'un programme d'échange, il y a un protocole, si je puis dire, avec une procédure bien spécifique. Dans le cadre d'un accord interuniversitaire, c'est un échange qui se fait entre l'UPEC et une université. Donc c'est aussi sélectif, mais la procédure elle est différente et c'est vraiment d'une université à une autre. Et c'est spécifique à un domaine d'études. Donc, pour savoir les offres d'accords interuniversitaires dans votre composante, il faut se rapprocher du chargé des relations internationales qui est vraiment votre contact privilégié dans votre composante. Et vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de l'UPEC. Peut-être préciser que la MICEFA et le BCI concernent une liste spécifique d'universités. Toutes les universités ne sont pas concernées. Voilà. Et ce sont essentiellement des universités publiques, ça il faut bien le préciser, et d'État. Oui, d'État. D'accord, donc c'est ça, donc l'utilité de l'accord interuniversitaire, c'est pour c'est plus spécifique en fait, okay. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez rappeler les procédures justement pour prétendre à un échange? D'accord. Donc en fait, alors, dans le cas de l'Amérique du Nord, contrairement à l'Europe, la procédure, elle commence à peu près un an avant le départ. Donc il y a un dossier de candidature qui, pour le cas des États-Unis, est téléchargeable sur le site de l'UPEC. Enfin, il y a un lien. Voilà. Et la campagne, d'ailleurs, a déjà commencé. Elle a commencé la semaine dernière et elle se termine mi-novembre. En général, d'année en année, c'est à peu près les mêmes dates. Toutes les informations sur le site. Il y a un dossier qui est assez conséquent. Ça prend du temps de le monter, mais encore une fois, j'insiste sur ce point, vous avez un chargé des relations internationales qui est là pour vous accompagner. Donc, c'est des pièces assez classiques dans le dossier. C'est CV, lettre de motivation. L'une des particularités peut-être pour l'Amérique du Nord, c'est qu'on demande des lettres de recommandation. C'est un exercice qui est assez répandu en Amérique du Nord. Copie de passeport, enfin des choses assez classiques, je dirais. Pour les États-Unis, la petite précision, c'est qu'il est indispensable d'avoir une certification de langue, et notamment le TOEFL. C'est
le TOEFL qui est demandé par les universités américaines, et éventuellement l'IELTS, qui est un autre système de certification, mais pas de TOEIC. C'est ça qu'il faut retenir. Pour le Canada, donc dans le cadre du programme BCI, il n'est pas nécessaire d'avoir de certification en langue pour pouvoir candidater. On peut peut-être rappeler que les programmes MICEFA et BCI concernent exclusivement des séjours d'études et que les stages ne sont pas concernés par ces programmes. D'accord. Donc, du coup, concernant les stages, qu'est-ce qu'il y a de proposé par l'université? Donc, pour les stages en Amérique du Nord, il faut plutôt se rapprocher du bureau d'insertion professionnelle, donc le BAIP, qui pourra aider les étudiants à trouver des stages en Amérique du Nord, ou de se rapprocher pour les étudiants qui sont dans des domaines de sciences, par exemple, plutôt tout ce qui est de leurs enseignants ou des laboratoires pour pouvoir avoir des pistes à ce niveau-là. Mais voilà, nous, en tout cas, la DRI, c'est essentiellement du séjour d'études dont il s'agit. D'accord, donc vous, ça va être vraiment axé séjour d'études. Séjour d'études, très bien. Voilà. Et tout domaine confondu, ça, c'est voilà, multidisciplinaire, il n'y a pas de restrictions en termes de domaine d'études. D'accord, donc pour toutes les filières, toutes les composantes, pas de problème. Tout à fait. Très bien. Du coup, pour l'année, donc si, mettons, j'ai envie de candidater pour partir en échange pour l'année prochaine, donc 2021-2022, il faut que je rende le dossier avant novembre? Pour les États-Unis, oui, c'est dès le mi-novembre, la date limite. Donc il faut commencer dès maintenant, si je veux dire. Si vous êtes intéressé, il faut commencer dès maintenant. Pour le Canada, c'est un peu plus tard, on commence plutôt au mois de décembre. Voilà. Je n'ai pas encore les dates précises pour cette année, mais habituellement, c'est en décembre pour un dépôt de dossier début février pour le BCI. D'accord. Carole, est-ce que tu as des questions? Certains étudiants posent la question du test d'anglais, notamment d'une alternative possible au TOEFL. Donc tu as parlé du IELTS. Est-ce qu'il est possible d'avoir un autre test ou de recommandation? Non, non, non. Dans le cadre pour la MICEFA, donc pour les États-Unis et Canada anglophone, c'est uniquement le TOEFL, donc il n'y a pas d'alternative. Enfin, la seule alternative, c'est l'IELTS. Mais il faut savoir que même pour cette alternative, certaines universités américaines ne le reconnaissent pas. Donc sur le site de la MICEFA, il est indiqué les universités qui acceptent ces deux certifications, ou celles qui n'acceptent que le TOEFL. Donc, voilà. Donc pas de TOEIC et pas de certification type British Council ou autre. Les Américains sont assez à cheval là-dessus. On nous demande également si la note du TOEFL doit être inclue dans le dossier, évidemment. Oui, oui, oui. Au moment du dépôt du dossier, il faut qu'il y ait une copie, en tout cas, des résultats. Et le résultat minimum exigé, c'est de 80 sur 120. Mais il faut savoir que... d'une manière générale, en tout cas ces dernières années, la plupart des étudiants avaient au moins 90. C'est à peu près la nouvelle moyenne exigée. Après, si vous avez 80, vous pouvez déposer votre dossier, mais il faut savoir quand même, et je tiens à préciser, insister sur ce point, c'est un programme sélectif, donc on prendra les meilleures candidatures. Donc il faut avoir un bon niveau d'anglais. C'est indispensable. D'accord. Du coup, concernant le TOEFL, est-ce qu'à l'université, il y a des choses qui sont mises en place pour justement passer ce TOEFL? Alors, dans certains départements, dans certaines formations, je sais que des enseignants proposent des formations pour leurs étudiants de préparation dans le cadre de leurs cours, mais à l'échelle de l'université, non. Voilà. Donc, pour les étudiants qui sont dans cette... où leurs enseignants leur proposent, c'est essentiellement dans des filières plutôt tournées vers l'international, et ils peuvent avoir cette information auprès de leur secrétariat pédagogique. D'accord, merci. Donc, en tant qu'étudiant, moi j'ai une petite question du coup qui me turlupine. C'est concernant donc, les modalités d'examen. Donc, vous avez dit qu'on passe nos examens dans le pays d'accueil, oui, tout à fait. Et qu'après il y a un système de reconversion des points pour justement que ce soit validé en France. Oui. Est-ce qu'il y a un système du coup de compensation ou autre entre les semestres si on part juste un semestre et pas toute l'année? C'est à peu près c'est comme ce qui a été évoqué ce matin par rapport à Erasmus. Donc oui, les notes les examens et autres travaux que vous allez effectuer pendant votre séjour d'études seront reportés à votre retour à l'UPEC.
la différence en fait avec Erasmus, c'est que c'est d'université à université. L'échelle de notation est différente aux États-Unis ou au Canada. Donc quand moi je reçois, parce que c'est moi qui reçois les relevés de notes, je les transmets aux scolarités des différents étudiants. L'enseignant qui a accepté le programme pédagogique va retranscrire les notes en fonction de la grille de notation qui est fournie par l'université. Et oui, il peut y avoir une compensation. Mais c'est différent de Erasmus dans le sens où Erasmus, il y a une grille qui est définie à l'échelle européenne. Oui, c'est ça, avec les ECTS voilà, notamment. Tout à fait. D'accord. Tant que nous sommes sur le dossier, un étudiant nous pose la question du choix des universités. Effectivement, tu as précisé donc, que la MICEFA, c'était une association de plusieurs universités. Tout à fait. Quand l'étudiant fait son dossier, constitue son dossier, y a-t-il des choix et combien? Et est-ce que l'étudiant finalement a un mot dans la décision finale? Alors, donc pour le choix de l'université, il y a un guide déjà sur le site de la MICEFA. J'ai mis le lien sur le site de l'UPEC, donc vraiment, je vous invite à aller le voir. Donc, ce qui est demandé, c'est que les étudiants proposent au moins 3 universités dans 3 États américains différents. Pour choisir ces universités, le point le plus important, c'est surtout de prendre des universités qui proposent la formation que l'étudiant suit, que vous suivez actuellement à l'UPEC. Si vous êtes étudiant en biologie, vous allez plutôt choisir une université qui propose des cours de biologie. Éventuellement, s'il y a une spécialité qui vous intéresse à moyen terme, potentiellement vous pouvez prendre un cours peut-être un peu différent de votre programme général, mais bien sûr, il faut que ça soit validé par l'enseignant, parce que vous ne pouvez pas prendre quelque chose de complètement différent de ce que vous suivez à l'UPEC. Donc ça, c'est vraiment la priorité. 3 universités dans 3 États différents et qui proposent votre formation à l'UPEC. Ensuite, il y a des universités qui sont plus sélectives que d'autres aux États-Unis. Par exemple, ça me vient en tête, il y a une université à Washington qui est plutôt spécialisée en sciences politiques, qui est très sélective. Donc, l'étudiant peut tout à fait sélectionner cette université-là. Il faudra juste savoir qu'il sera en concurrence avec d'autres dossiers. Voilà. Dans certains domaines d'études, il y a plus de concurrence. La question du poids du dossier, elle revient très souvent. Il faut rappeler que c'est quand même un programme très sélectif. Ouais, c'est un programme qui est très sélectif. Il faut avoir un bon dossier académique, c'est-à-dire donc des bonnes notes dans les matières fondamentales. Si vous êtes étudiant en lettres, par exemple, ou peu importe la discipline, les matières qui se comptent dont les crédits sont les plus importants à l'UPEC, il faut que vous ayez des bonnes notes. Si vous avez des bonnes notes en option, on va le regarder au moment de la sélection, mais ce n'est pas ce qui va peser dans votre candidature. Donc vraiment, un bon dossier académique, un bon niveau de langue. Et bon, mis à part l'aspect langue, parce que pour le Canada, les cours sont essentiellement en français, j'ai oublié de le préciser, dans le cadre du programme BCI au Québec, c'est des cours essentiellement en français. Donc il n'y a pas besoin de niveau de langue, mais il faut quand même avoir un très bon dossier académique. Il faut du sérieux dans la rédaction de la lettre de motivation, dans la rédaction du CV, pas de faute de français, ça fait partie du b.a.-ba, et de très bonnes lettres de recommandation. Donc il faut s'y prendre à l'avance, ce n'est pas un dossier qu'on va faire à la dernière minute. Et également, peut-on postuler à plusieurs programmes en même temps? Je suis intéressée par les universités anglophones. Est-ce que je peux cumuler un dossier Erasmus, BCI, pour l'université anglophone qui en fait partie, et MICEFA? Techniquement, c'est possible. On peut tout à fait postuler à plusieurs programmes en même temps. Après, je ne vais pas vous cacher, ça prend du temps de monter tous ces dossiers-là. Donc, ce qu'il faut privilégier, c'est quand même vos cours à l'UPEC actuellement. Donc, voilà, ça prend du temps. Donc, c'est possible. Après, je vais quand même mettre un petit bémol. Un petit bémol. Certaines facultés ne l'autorisent pas. Donc, il faudra voir avec votre chargé des relations internationales si c'est possible. Parce qu'après, qui dit multiplier les candidatures, c'est aussi une gestion supplémentaire. Et si tous les étudiants de l'UPEC font de la même façon, ça peut poser problème à la faculté au moment de prendre sa décision sur quel programme vous allez vous positionner. Mais techniquement, nous, en tout cas, la direction, on n'y voit pas d'objection. Mais à vérifier avec votre faculté. D'accord. Concernant maintenant le budget,
Parce que vous avez dit que c'était quand même quelque chose de très sélectif. Au niveau du budget aussi, on nous a dit ce matin que c'était un budget assez conséquent. Donc déjà, quel budget moyen est-ce que vous recommandez aux étudiants? Et ensuite, est-ce qu'il y a des aides qui sont possibles? Oui, alors pour le budget, c'est sûr qu'un budget pour l'Amérique du Nord est beaucoup plus élevé qu'un budget pour l'Europe. On conseille un budget pour un semestre d'à peu près $7 000 pour ce qu'on appelle une petite université américaine, c'est-à-dire une université qui n'est pas dans une grande métropole. Plutôt des petites universités comme en Arizona ou le Wisconsin. Voilà, $7 000, donc à 1 600 €. Ça peut être suffisant pour pouvoir assurer le logement, le billet d'avion, l'alimentation et quelques petites distractions. Mais c'est vraiment la fourchette basse. Pour être confortable, moi j'aurais tendance à dire au moins 10 000 € ou 11 000 $ pour un semestre. Et bien sûr, pour une année, c'est un peu plus, mais pas tant que ça, parce que le plus gros des dépenses se fait les premiers mois. Et pour le Canada et le Québec, c'est un peu moins, mais il faut compter quand même à peu près... alors, je ne connais pas très bien la conversion euro-dollar canadien, mais il faut compter à peu près 6 000 €. D'accord. Pour un semestre. Ça reste quand même et après, assez... en faisant le double pour l'année. Pour l'année, voilà. En double, ok. Ouais. Et en termes de logement, il y a des aides pour trouver des logements là-bas ou est-ce que c'est eux qui doivent faire toutes les universités, qu'elles soient au Canada ou aux États-Unis, donc il faut savoir que vous êtes accompagné dans vos démarches. Dans le cadre du MICEFA, l'avantage c'est que l'association MICEFA est là vraiment pour accompagner les étudiants tout au long des démarches, que ce soit pour le visa, pour souscrire à une assurance santé. Pour les États-Unis, c'est très important, j'ai oublié de préciser. Mais ça pèse dans le budget parce que pour les États-Unis, il faut compter à peu près... Le minimum pour l'assurance santé, c'est entre 500 €, ça peut aller jusqu'à 2 000 € en fonction des universités, parce qu'il y a certaines universités qui offrent des packages propres à l'université et l'étudiant doit souscrire à ce package santé. Voilà. Et pour le logement, la MICEFA va rediriger les étudiants vers leurs homologues aux États-Unis et dans le cadre du programme BCI, donc avec le Canada, bien sûr, les étudiants ont une aide une fois arrivés sur place. Dans la plupart des cas, les étudiants sont logés sur le campus. L'exception, c'est plutôt pour New York, où il n'y a pas de logement sur campus. Donc, bien sûr, là, dans ce cas de figure, le budget va être beaucoup plus important. Il faut savoir qu'en colocation, à New York, il faut compter minimum $1 000 pour une chambre. Voilà. Par mois. Par mois. Ça fait beaucoup. Donc le budget est assez important. D'accord. Et du coup, au niveau des aides qui sont mises en place, est-ce qu'il y a des bourses qui existent? Est-ce que la DRI peut financer? Les mêmes aides qui ont été évoquées ce matin, enfin ce sont les mêmes aides qui ont été évoquées ce matin, à l'exception de Erasmus, qui est vraiment propre à Erasmus, mais les étudiants qui partent en Amérique du Nord ont tout à fait la possibilité de déposer un dossier de candidature pour demander une aide financière. Mais dans le cas du MICEFA, au moment du dépôt du dossier, on demande à ce que l'étudiant ait déjà le budget sur son compte bancaire. C'est un peu la particularité. Carole, est-ce que tu as des questions toujours dans ce Oui, une question relative au dossier et sur les assurances. Tu as mentionné l'obligation d'avoir une assurance. Est-ce qu'une assurance internationale est possible ou une assurance, il est nécessaire de prendre une assurance américaine? Alors, ça dépend des universités. Par exemple, je pense à l'université en Californie. Eux, ils demandent à ce que l'étudiant prenne une assurance de leur université. Et elle est, dans mon souvenir, à 1 800 $, quelque chose comme ça. Ça, c'est une obligation. Il y a certaines universités qui sont plus flexibles et qui permettent à l'étudiant de prendre une assurance en France et qui couvre à peu près ce qui est demandé. Mais je dirais de plus en plus, les universités demandent aux étudiants de souscrire sur place. En sachant... Donc l'étudiant n'a pas le choix de l'assurance. Mais c'est mentionné en général sur le site de la MICEFA. Pour le Canada, idem. Le Canada, idem. Après, il y a plus de flexibilité. Et il y a un accord entre la France et le Québec qui permet, en tout cas, de subvenir aux frais basiques. Mais dans tous les cas, l'assurance santé, c'est quelque chose d'indispensable au moment d'un départ en Amérique du Nord. Une recommandation qu'on peut faire, c'est que la crise sanitaire nous a montré l'importance des assurances. Une simple assurance ne suffit pas. Il faut parfois même cumuler, alors avec les assurances déjà actives en France, mais
avec une assurance internationale, Ouais. la question des rapatriements se pose. Ouais. Il faut savoir que la majorité des assurances ne le proposent pas, pour l'instant. Ouais. Donc c'est un point important du dossier. Oui, C'est à tout souligner. à fait. Surtout la partie rapatriement, dans le cas de l'Amérique du Nord, parce que les coûts hospitaliers sont très très importants. Et c'est pas peu de le dire, vraiment. Donc il faut vraiment prendre ça en compte au moment d'établir le budget qu'on va allouer pour cette mobilité. Ça, c'est un poids assez important. En plus du logement, pour les États-Unis, du visa, etc. Donc vraiment se préparer. J'ai quelques questions quand même encore sur le dossier. On voit que les étudiants, c'est une question qui leur importe, notamment sur les notes, les lettres de recommandation, sur qu'est-ce qu'on entend par bon dossier académique. D'accord. Voilà, la transcription des relevés de notes, c'est beaucoup de questions. Donc peut-être qu'on ne peut pas tout détailler maintenant. Il y a d'autres points qu'on souhaite aborder sur les programmes en Amérique du Nord, mais rappeler les grandes lignes. Alors, les grandes lignes, alors vraiment la notion de bon dossier académique, j'insiste vraiment sur le fait que l'étudiant doit avoir des bonnes notes dans les matières fondamentales. C'est-à-dire, si c'est un étudiant qui fait des études de biologie ou de chimie, il faut qu'il ait des bonnes notes dans les UE principales. Donc, par bonne note, on entend... après, c'est relatif parce qu'on ne peut pas... étant donné que l'université de l'UPEC est multidisciplinaire, on ne peut pas évaluer de la même manière d'une matière à une autre, mais je dirais entre un minimum de 12, c'est vraiment le minimum. En dessous, ça risque d'être très compliqué, mais je dirais par exemple, si je me base sur les dossiers qu'on a reçus ces dernières années, ça tourne autour de 14-15, voilà, de moyenne, sur les matières fondamentales. Et avec des recommandations de professeurs. De professeurs. Donc, minimum 3 lettres de recommandation, donc rédigées en anglais pour le cas des États-Unis, pour le Québec en français, parce que de toute façon, l'essentiel des formations se font en français. Plutôt des lettres de recommandation récentes de vos enseignants à l'UPEC, mais ça peut être un maître de stage, ça peut être un président d'une association sportive ou culturelle si vous pratiquez un sport. Ou une activité artistique. Et d'ailleurs, c'est très fortement recommandé parce que les Américains sont assez friands de ce type de lettre de recommandation. Ils aiment savoir ce que vous faites ce que l'étudiant fait dans sa vie quotidienne. Donc vraiment mettre ça en avant. Et pour la lettre de motivation, ne pas faire de phrases bateau. Vraiment dire je veux partir au Québec pour découvrir les grands espaces. Vous partez pour étudier. Donc vraiment mettre quel serait l'apport de cette mobilité dans votre cursus académique, professionnel. Si vous voulez vous spécialiser dans la finance internationale, c'est tout à fait logique de vouloir effectuer une mobilité à New York parce que c'est un peu dans le quartier des affaires, Wall Street. Mettez ça en avant. Voilà. C'est vraiment cette idée-là. En fait, en gros, il faut se vendre dans son dossier. On sent une inquiétude aussi sur la justification financière. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir 10 000 $ actifs sur son compte bancaire? Est-ce qu'un prêt étudiant peut compenser l'absence de fonds? Ces questions-là reviennent. Alors, donc dans le cadre du MICEFA, donc pour les États-Unis et Canada anglophone, donc programme MICEFA, il est indispensable de prouver sa solidité financière. Dans une des pièces du dossier est l'attestation financière. Et au moment où vous déposez votre dossier, il faut que vous ayez cet argent sur votre compte. Idéalement, si ce n'est pas le cas, au moins une acceptation d'un prêt étudiant. Ça peut être également une possibilité. Dans le cas du Québec, c'est plus flexible, c'est une forte recommandation. Mais au moment où vous déposez votre dossier, on ne vous demande pas de prouver que vous avez... les ressources financières, mais vraiment, on insiste beaucoup sur ce point, c'est une mobilité qui est chère. Donc moi, le conseil que je donnerais aux étudiants qui ont un budget plus limité, privilégier l'Europe et éventuellement reporter d'une année et profiter pour économiser, ou sinon de partir qu'un semestre, parce que partir un semestre, c'est déjà une très très grande... découverte, donc il ne faut pas renoncer, il faut juste se préparer à l'avance. C'est vrai qu'on a abordé donc le calendrier, les procédures, le budget, le séjour sur place, rappeler également que les étudiants ne peuvent pas travailler, n'avoir d'emploi étudiant
Oui, surtout dans le cas des États-Unis, mais également de plus en plus au Québec, quand vous obtenez votre visa étudiant, vous ne pouvez pas travailler sur place. Donc vraiment, la question du budget, elle est d'autant plus importante dans le sens où vous n'aurez pas de source financière supplémentaire. Éventuellement l'aide à la mobilité, mais comme on l'a dit ce matin, vous pouvez faire une demande, mais on ne peut pas vous garantir que vous ayez des fonds. Donc c'est vraiment très important d'avoir un budget en amont, parce que vous ne pourrez pas travailler sur place. C'est différent en Europe où on peut trouver un travail dans un bar, dans un café, ou faire du babysitting. Là, c'est interdit et vraiment pas de travail non déclaré. Parce que c'est illégal et il y a de forts risques de sanctions pénales. Donc vraiment à éviter. Donc ayez le budget et sinon reportez ou d'une année ou partez qu'un seul semestre. On a également la question qui revient de la mobilité 2021. J'imagine que les collègues en ont parlé ce matin sur les autorisations d'entrée sur les territoires. On nous pose la question d'un séjour en 2021, en mai 2021. De toute façon, les candidatures 2021 sont closes. Oui, alors pour les départs, là, depuis tout à l'heure on parle, c'est surtout pour l'année 21-22. Voilà, parce que pour les départs en janvier 2021 ou printemps 2021, les candidatures sont closes depuis l'an dernier, donc depuis novembre 2019, pour être précise. Donc là, moi, ce que je peux dire aux étudiants, c'est surtout de préparer leur dossier de candidature. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ce serait vous mentir de vous dire oui, tout va bien. Voilà, on ne sait pas. Par contre, pour avoir échangé longuement avec la MICEFA ces dernières semaines, les universités américaines sont très ouvertes à recevoir des étudiants américains. C'est également le cas pour le Québec. Ils veulent recevoir des étudiants, mais dans des conditions sanitaires tout à fait soutenables. Donc, on verra comment la situation elle évolue, mais vraiment, on vous invite à postuler. Et bien sûr, on vous accompagnera au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire. Mais voilà, c'est tout à fait possible en tout cas. Je me demande un truc, c'est à partir de quel moment dans ces études on peut prétendre justement à cet échange ? Alors, donc, il faut au moins avoir validé une année. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est en L1, malheureusement, il ne pourra pas déposer de dossier. Mais dès la première année, donc c'est un étudiant qui est actuellement en L2 ou en DUT, en deuxième année de DUT ou autre formation dispensée à l'UPEC, mais qu'il a déjà des notes de sa première année, il peut tout à fait déposer un dossier avec les critères que j'ai évoqués juste avant. Donc un beau dossier académique, un bon niveau de langue pour le cas des États-Unis et un projet. Il faut quand même un projet cohérent. On veut partir parce qu'on veut se spécialiser dans un domaine ou et parce que ça rentre dans un projet professionnel. Voilà. D'accord. Mais du coup, vu qu'il faut déposer le dossier minimum 1 an avant, donc si on veut partir pour une deuxième année, il faut quand même faire les démarches pendant sa première année. Non. Justement, ce n'est pas possible. C'est vraiment, en fait, on peut envisager un départ en Amérique du Nord qu'à partir de la troisième année. Troisième année, d'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment, au minimum, être en L2 ou deuxième année. D'accord, il faut que la première année soit déjà validée pour pouvoir faire le dossier. Mais ça n'empêche pas un étudiant de première année de se renseigner, de commencer à préparer le dossier pour le... Tout à fait, de commencer à économiser. Et surtout, vraiment, j'insiste sur le fait que en fait, ça compte dès la première année parce qu'on va regarder vos notes. Donc, un étudiant de L1 qui a ce projet-là, qui se concentre, qui travaille un maximum pour obtenir de très, très bonnes notes. Et comme ça, il commence à mûrir son projet pour l'année suivante. Et comme ça, il arrive en L2 et il est prêt à déposer son dossier. D'accord. Du coup, quels avantages est-ce que, c'est un autre sujet, c'est pour un étudiant, pourquoi est-ce que vous lui conseilleriez, bon, qu'importe, d'aller justement aux États-Unis, de profiter du programme MICEFA dans le cadre de ses études. Pourquoi devoir faire ça ? Je pense que, c'est une très bonne question. Pour le pourquoi, je pense qu'il est assez obvious, si je peux dire, il est assez évident, pardon. C'est que le système d'éducation en Amérique du Nord, que ce soit canadien ou américain, est excellent. Après, nous, en France, on n'a pas un rougeur, on a un très, très, très bon niveau universitaire. Clairement, c'est pas dans le cadre de ces programmes qu'on va améliorer son anglais, parce que comme je vous l'ai dit, il faut avoir un bon
un bon niveau d'anglais, mais c'est vraiment pour l'expérience et surtout l'expertise qu'on peut en retirer dans le sens où ils ont des domaines de pointe, en fait. Ils sont leaders dans pas mal de domaines, l'informatique par exemple, mais c'est aussi le cas au Canada. Donc ça c'est un des avantages, je dirais, premier. Et surtout le deuxième, mais qui est pour moi le plus important, c'est le fait d'être exonéré des frais d'inscription. Parce qu'un étudiant qui souhaiterait partir au Canada ou aux États-Unis par ses propres moyens, il peut le faire, hein. Mais c'est très compliqué, le dossier il est d'autant plus complexe, il n'aura pas l'accompagnement comme nous on peut lui proposer à l'UPEC, et surtout il devra s'acquitter des frais d'inscription. Et par exemple, pour certaines universités, il y a une du programme ICEFA dont il me revient très souvent, c'est l'université de Miami qui est l'une des rares universités privées du programme ICEFA où le semestre commence à 15 000 $ le semestre. Donc ça double les dépenses. Et ça, c'est sans parler de tous les frais inhérents. Donc un étudiant qui décide de partir par exemple pour cette université-là, l'économie, je ne dis pas que la mobilité, elle est gratuite, hein, clairement ce n'est pas le cas, mais il va avoir une certaine économie qui est assez importante. Donc je dirais que c'est tout bénéfice pour l'étudiant qui souhaite postuler. Et tous les ans, il y en a beaucoup qui partent. Donc vraiment, j'invite les étudiants à postuler. À peu près combien du coup? Ça dépend des années, mais on tourne pour la MICEFA, on tourne une vingtaine d'étudiants et à peu près la même chose pour le BCI. D'accord, voilà. C'est pas mal. Pour les étudiants étrangers, du coup d'Amérique du Nord, qui profitent donc de cet échange, mais dans l'autre sens, vous êtes en charge aussi de l'accompagnement de ces étudiants-là? C'est moi qui m'en occupe. Alors là, c'est plus, comment dire, c'est moi qui m'occupe de l'accueil. Bon, cette année, malheureusement, on n'accueille pas, mais tous les ans, on reçoit une petite cohorte d'étudiants. Les bonnes années, ça peut être une trentaine d'étudiants, et parfois, c'est un peu moins. Après, on ne les voit pas nécessairement parce qu'ils sont un peu distillés partout sur l'UPEC, donc tout domaine confondu. Mais oui, c'est géré par la direction. D'accord. En lien avec la MICEFA. Des questions peut-être sur le chat? Oui, alors plutôt des remarques liées à la crise sanitaire. On nous pose la question des États qui refuseraient des étudiants. Alors c'est moins les États qui refusent que le pays qui n'accepte pas les visas d'études, qui ne délivre plus de visas. Comme je vous l'ai dit, les universités, elles veulent accueillir des étudiants. Il y en a assez peu qui ferment leurs portes. Certaines le font par mesure, surtout pour assurer la sécurité des étudiants. Elles ne ferment pas parce qu'elles en ont envie. C'est qu'elles ne sont pas en capacité de vous accueillir dans les bonnes conditions. Mais par rapport à la situation sanitaire, ça dépend surtout des décisions gouvernementales américaines ou canadiennes qui décident de fermer leurs frontières aux étudiants. Clairement, la tendance, là, en octobre 2020, c'est que la majorité des universités nord-américaines ferment leur campus et n'acceptent plus nos étudiants que sur du mode distanciel. Voilà. Donc, de toute façon, les points abordés sont bien évidemment pour l'année prochaine et soumis à l'amélioration ou non de la crise sanitaire. Tout à fait. Voilà. Mais après, si je peux... Enfin, voilà. En tout cas, les universités, elles ont envie de recevoir les étudiants, mais elles veulent les accueillir dans des bonnes conditions. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, il faut quand même candidater, parce que si la situation s'améliore, vous avez toutes les chances de partir. Mais bon, après, on verra comment ça se passe. D'accord. D'autres questions dans d'autres... Non, les étudiants ont dans l'ensemble été satisfaits des réponses que tu as apportées. Les liens ont été relancés sur le chat pour ceux qui auraient des questions supplémentaires. Donc pour l'heure, c'est... Moi, je pense faire un petit récapitulatif avant de terminer ce plateau. Donc, budget, donc en termes de budget, c'est un budget très conséquent. Donc qui est demandé. Donc, pour être complètement honnête et avoir un budget pour être à l'aise sans renier les fonds de tiroir, si je puis dire, 10 000 €. D'accord, donc sur le compte. Par semestre. Par semestre. Oui. Donc 10 000 € par semestre sur le compte déjà. Donc il faut s'y prendre aussi beaucoup de temps en avance. En avance, donc pour la MICEFA dès maintenant, jusqu'à mi-novembre, et pour le BCI à partir du mois de décembre. Jusqu'en février. D'accord. Normalement, s'il n'y a pas de changement. Donc l'année avant le départ. À l'année vraiment avant le départ. Pour du coup retirer le dossier, ça va être... Alors, pas de... j'ai oublié de préciser, pas de dossier papier. Tout se fait sur Internet. Numérique.
mais c'est parce que c'est plus simple et surtout maintenant avec la situation actuelle. C'est sûr. Pour la MICEFA, il y aura une version papier qui sera transmise à la MICEFA, mais essentiellement numérique, en PDF, donc des scans de bonne qualité. Et encore une fois, ça prend du temps de monter tout ça. Mais numérique. Et tout est téléchargeable sur le site. Pardon. Un moyen de vous contacter du coup? Oui, mais alors, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, mon adresse est sur le site de l'UPEC. Mais vraiment, la première étape, c'est de contacter le chargé des relations internationales pour vraiment monter avec lui le projet de mobilité, se rapprocher de l'enseignant responsable, parce que tous les départs sont validés par les enseignants. Par les responsables pédagogiques. Par le responsable pédagogique. Et moi, j'interviens plus pour des cas un peu complexes ou des questions bien spécifiques propres à l'étudiant. D'accord, donc le chargé donc, des relations internationales. En premier lieu, avec qui je travaille de manière en étroite collaboration. Et moi, dans un second temps, si nécessaire. Et donc le chargé en question, on peut le retrouver donc, sur les campus, donc généralement dans le bâtiment où on étudie, et aussi sur le site internet donc, de l'UPEC, dans, il me semble, mobilité ou... international, partir à l'étranger.